Mesdames, Messieurs, le français c'est pas ma langue natale, mais j'étais en France quand j'étais adolescent, alors je suis capable de vous adresser. Je suis né en Palestine, d'accord, je suis né en Palestine, mes parents étaient des réfugiés juifs d'Allemagne, mais j'habite l'Islande depuis plus de 40 ans, alors je suis islandais et c'est ma base. Je suis compositeur de profession. Et vous êtes peut-être vous avez une bonne raison pour vous questionner, vous demander qu'est-ce qu'un compositeur né en Palestine, vivant en Islande, vient ici parler du 11 septembre. Et ce serait un peu une bonne question, si quelqu'un aurait cette question. Bon, ça, oui. Alors, pour répondre brièvement à cette question, c'est que je me suis intéressé pendant beaucoup d'années aux questions des droits de l'homme, aux questions de la paix, de la justice sociale, simplement comme citoyen en Islande, des citoyens en général. Et depuis quelques années, je me suis penché sur des problèmes un peu avec la perspective du droit pénal international, du droit international public et des droits de l'homme. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur le problème des embargos économiques, par exemple contre l'Irak. Mais depuis 2002, je me suis penché sur le dossier du 11 septembre. Je dois avouer que, contrairement à beaucoup de vous, qui avaient déjà le même jour du 11 septembre, ayant eu des soupçons qu'il y a quelque chose qui louche dans le récit officiel, moi j'ai été pris dans la propagande. J'ai cru, du premier moment, comme la plupart des gens, que c'était un complot qui n'est pas organisé par une organisation islamique sous la direction d'Osama Bin Laden. Et j'ai cru ce récit pour plus qu'un an. J'ai vu aucun problème parce que j'ai pensé, ouais, il y avait peut-être une organisation terroriste islamique qui essayait de répondre ou de se revancher contre la politique extérieure des États-Unis. L'année 2002, j'ai vu un livre de Thierry Messant qui a commencé à poser des questions. Et ce livre m'a beaucoup intéressé. Il m'a ouvert les yeux sur différentes questions. J'ai essayé de voir si ces sources étaient fiables et j'ai trouvé que ces sources étaient toutes fiables, ce qui m'a beaucoup surpris parce que je n'ai pas vu aucune de ces sources dans les journaux. Et je commençais à étudier le dossier du 11 septembre moi-même. Alors, brièvement, ça fait déjà 5 ans et je crois que j'ai passé au moins quelques milliers d'heures de recherche sur ce sujet. Et en ce sens, je me sens capable de dire que je connais le dossier à fond. Ce que je veux faire maintenant, c'est de vous partager avec vous un petit nombre de faits et un petit nombre de raisons pourquoi, à mon avis, le 11 septembre devrait nous concerner tous. Pas seulement le peuple américain, mais le monde entier. Mais tout d'abord, quelques faits qui sont irréfutables et qu'il faut avoir dans l'esprit quand on considère les événements. Le premier fait est que le gouvernement américain ne voulait pas enquêter sur les événements du 11 septembre. Cela, vous avez peut-être vu dans ce film, que le gouvernement américain a rechigné à enquêter, et c'est dû justement au courage de ces 4 femmes et à leur détermination d'avoir le gouvernement américain finalement faire une enquête. Mais comme vous avez vu, le gouvernement américain a donné très peu d'argent pour cette enquête, et d'ailleurs, ce que le film ne montre pas, c'est d'autres choses à propos de cette enquête, aussi bien la composition de la commission, quelle personne était dans cette commission, l'envergure de la recherche et aussi toutes les faits que la commission a éludés et n'a pas même mentionné. Sur ce point-là, il y a un livre entier qui montre toutes les omissions que la commission, tout ce que la commission a évité de parler. Un livre du professeur David Ray Griffin. Ça, c'est le premier point. Alors, vous avez un gouvernement d'un grand pays dans lequel il y a un meurtre de 3000 personnes, et ce gouvernement n'est pas intéressé que la vérité soit faite. Le deuxième point élémentaire et primordial,
c'est qu'il n'y avait aucune personne qui a été incriminée et traduite en justice pour participation à ce crime. Or, le gouvernement américain a détenu plus que 9000 personnes en Afghanistan, en Amérique, dans d'autres pays, qu'il a accusés d'être membres d'Al-Qaïda. Mais aucune de ces personnes qu'ils ont détenues a été traduite en justice pour participation à ce crime. Il n'y a qu'une personne qui a été amenée en justice aux États-Unis et que le gouvernement américain a essayé de connecter au crime. C'est un Français qui s'appelle Zacarias Moussaoui, mais il n'a pas été incriminé pour participation à ce crime. On lui a reproché d'avoir su que ce crime était en train de préparation, mais de n'avoir rien dit. Mais ce fait est soi-même controversé, mais d'autre part, il paraît qu'il ne connaissait même pas les prétendus kamikazes, et enfin, directement, il n'a jamais tué une personne, il n'a jamais participé à un complot, il n'a jamais fait quoi que ce soit, mais il a été jugé en prison pour perpétuité. Mais c'est la seule personne qui a été traduite en justice, mais pas pour une participation à ce crime. Donc, il n'y a aucun coupable qui a été amené au crime, le plus grand crime fait aux États-Unis pendant un siècle. Le troisième fait qui est très mal connu et qui va sûrement surprendre certains d'entre vous, c'est qu'il n'y a aucune preuve que le gouvernement américain a fournie que ces kamikazes, ces 19 musulmans dits kamikazes, ont embarqué dans les avions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve à l'appui que ces gens ont détourné ces avions, sont embarqués, ont détourné l'avion et se sont suicidés. Aucune preuve. Je peux, disons, dans la question et réponse, si quelqu'un s'intéresse, je peux détailler la raison pour laquelle je puis affirmer ces choses, mais je vais simplement vous indiquer que j'ai proposé à des journalistes de haute gamme un prix de 13 000 € à chaque journaliste qui aurait le courage de me fournir une seule preuve que ces gens ont embarqué les avions. Or, aucun journaliste, jusqu'à ce jour, est venu pour rechercher l'argent, parce que ces preuves n'existent pas. Or, s'il n'existe pas, tout le récit officiel sur le 11 septembre se trouve discrédité. Les implications, naturellement, sont extrêmement graves, puisqu'il n'y a aucune personne qui a vu ni les kamikazes, ni les passagers monter dans les avions. Je vous laisse votre imagination, l'implication de cette fête. Maintenant, la raison pour laquelle moi, je considère les événements du 11 septembre si importants pour notre société, ce n'est pas le fait qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes le 11 septembre, ce qui est une grande tragédie, parce qu'il y a chaque jour à peu près 30 000 enfants dans le monde qui meurent à cause de différentes causes. 10 fois plus qu'en septembre, chaque jour. Alors pourquoi se concentrer sur le 11 septembre? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est que le 11 septembre était la raison donnée et la justification pour tous les gouvernements d'introduire ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Or, le terrorisme, c'est un crime qui est pas seulement exagéré, mais au fait, c'est un crime qui n'existe presque pas. Il y a tellement de peu de victimes de terrorisme on peut se dire, par exemple en Europe, l'année dernière, il y a exactement 0 victimes de terrorisme, tandis qu'il y avait 20 000 personnes qui ont été tuées comme ça par des crimes communs. Et cette histoire, par exemple, aux États-Unis, il y a en général 0 personnes qui sont tuées par le terrorisme. Malgré cela, la guerre contre le terrorisme figure à la priorité de l'ONU, à la priorité de l'OTAN, à la priorité du Conseil de sécurité. Et c'est-à-dire que nous avons un mensonge absolument fantastique des gouvernements, de tous les gouvernements, qui coopèrent contre les peuples pour les asservir et pour justifier des législations liberticides, les fichages des gens, la surveillance avec des caméras, les écoutes téléphoniques, les écoutes e-mail. C'est-à-dire que les gouvernements essaient d'établir en fait un régime policier dans chaque pays sur la base d'une fraude qui s'appelle la guerre contre le terrorisme. Et cette fraude a été établie avec les événements du 11 septembre. Or, c'est-à-dire que nous avons ici, au fait,
un mythe qui a été établi délibérément, un crime qui a été établi délibérément par ceux qui commandent aujourd'hui le monde et qui siègent dans différentes sociétés et différents organismes mondiaux et qui disent qu'il faut avoir un ennemi pour pouvoir contrôler la population. Je vous enjoins de regarder un peu de près. J'ai ici avec moi, par exemple, les statistiques européennes sur les victimes sur le terrorisme. Ces statistiques ne sont nulle part publiées parce que les gouvernements et les médias ne veulent pas que vous sachiez que le terrorisme est un danger infiniment petit. Ils ne veulent pas que vous le sachiez. C'est-à-dire que si vous allez sur tous les rapports qui sont publiés par l'Union européenne, par l'OTAN ou par les Nations Unies sur le terrorisme, vous ne trouvez aucune statistique. Mais cette statistique existe et j'ai une copie, par exemple, que j'ai fait justement sur le nombre de gens. C'est-à-dire que nous avons face ici à une déception, à des deceptions, des tromperies qui sont en fait organisées par les gouvernements et qui sont répercutées par les médias. C'est-à-dire que nous avons ici tout d'abord une attaque contre la population, contre les libertés, contre la démocratie par les gouvernements. Nous avons l'implication, nous avons la collusion de tous les médias pour couvrir la vérité. Et ce qui est très très affligeant, nous avons la collusion de la classe académique, de la classe universitaire, pour ne pas poser des questions. C'est-à-dire que nous avons ici un problème, un grand problème de la civilisation, dans lequel les majeures institutions que nous avons refusent de poser des questions et en fait participent à un grand mensonge. C'est pour ça que moi je considère le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre comme le seul mouvement qui aujourd'hui a la capacité de défendre la démocratie, d'empêcher le fascisme de monter et de remplacer, disons, de remplacer la résistance de la population contre l'oppression. Je pense que ce mouvement va remplacer d'une grande mesure ce qu'on appelait une fois la gauche, la vraie gauche. Et je crois que je vous enjoins ici, à Lyon et partout, d'organiser des groupes de travail, de groupes de pensée, de groupes de résistance qui vont eux-mêmes regarder les faits. Et c'est la seule chose que j'espère que vous allez faire ici. Merci. Tout un tas d'informations, peut-être même beaucoup plus que ce qui a été diffusé aujourd'hui à l'écran. Ma question est la suivante. En fonction des informations que vous avez, comment vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Quelles sont les causes? Quels sont les responsables? Et dans quel but? Votre question actuellement est très très large, à propos de, c'est une question très large. Tout d'abord, cette question, elle demande de moi de spéculer, d'offrir des thèses, des hypothèses. En général, je préfère, comme scientifique, si vous voulez, de rester très près aux faits et de laisser à d'autres personnes émettre des hypothèses et discuter les différentes hypothèses possibles. J'ai mes propres hypothèses privées, si vous voulez. J'ai mes propres théories, les petites théories, comme on dit, que je n'expose, que je ne, en général, discute pas en public, parce que je pense que toutes ces théories, il y a plein de théories, et toutes ces théories sont intéressantes en ce sens, mais à mon avis, aujourd'hui, ce qui est le plus urgent, c'est de faire connaître au public général que le récit officiel sur le 11 septembre n'est pas tenable, que c'est un mensonge, que c'est un grand mensonge et qu'il est lié à une certaine politique de domination du monde entier qui a été formulée par le gouvernement américain, par Cheney, par Rumsfeld, et qu'on peut lire, c'est tout ouvert. À part ça, je ne veux pas maintenant discuter les
les détails de cette opération parce que nous connaissons pas, nous avons très peu d'informations fiables pour, disons dire, ça a été fait de cette ou d'autre manière. Nous voyons par contre les conséquences de cette opération, nous voyons les guerres qui ont été perpétrées, nous voyons les législations qui sont mises en place aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. En ce sens-là, nous voyons un peu les résultats, les conséquences. Et nous pouvons essayer d'expliquer naturellement ce qui a été fait. J'espère que je ne vous ai pas tellement déçu. Je voudrais revenir sur les libertés fondamentales qui sont en régression dans beaucoup de pays, que ce soit les États-Unis ou la France. Ma question est en deux temps. La première, c'est comment vous voyez un petit peu l'avenir des libertés fondamentales des différents citoyens, avec effectivement, notamment la semaine dernière, les services américains qui publient un certain nombre de choses qui contredisent le gouvernement américain. Et ma deuxième question concerne l'article NSPD 51. L'article NSPD 51 qui a été produit par le président américain sur la création d'une commission qui a été créée en mai ou juin 2007. Est-ce que vous avez... Je ne suis pas conscient de cette commission, alors je ne peux pas répondre. D'accord. Sur la première question. Sur la première question, c'était encore liberté. Eh bien, je ne suis pas un prophète pour dire ce qu'il y aura, mais je sais que si le public reste apathique et s'en fiche totalement que la démocratie va être tuée, si les gens veulent avoir un régime fort, comme Poutine par exemple, les gens vont simplement vont récolter ce qu'ils sèment. Moi, je ne peux rien faire. J'ai 66 ans et je serai peut-être mort quand il y aura une dictature, mais j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants et je veux qu'ils vivent dans la liberté et dans la justice. Alors, c'est à vous tous et à nous tous, au fait, d'empêcher justement qu'on retourne au jour du Troisième Reich et de la police politique. Et je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vois des choses qui sont faites par l'Union européenne, ouvertement, des mesures qui sont prises presque chaque mois par l'Union européenne, qui sont des mesures liberticides, qui sont supposées protéger les citoyens de différents mal, différents maux, mais si on voit de plus près, on voit que c'est en fait des justifications qui ne sont pas fondées, parce que nous recevons généralement aucun fondement pour justifier. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que nos parlementaires ne posent pas des questions. Par exemple, je ne connais aucun parlementaire qui a demandé au gouvernement de justifier les mesures antiterroristes. Or, tandis qu'il y a, par exemple, presque aucune personne qui est tuée par des terroristes. Et c'est très, très affligeant qu'aucun parlementaire n'a même posé la question. Et je vous enjoins, par exemple, de demander à vos propres élus comment ça se fait qu'ils ne posent pas des questions comme ça. Comment ça se fait que l'Union européenne dépense des milliards d'euros sur la guerre contre le terrorisme, tandis qu'il y a peut-être une ou deux personnes, ou zéro personne, qui sont tuées par les terroristes dans l'Europe entière par année. Il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Au cours de l'enquête qui a suivi rapidement les événements du 11 septembre, plusieurs témoignages du FBI notamment ont relaté les nombreux indices qui avaient été relevés de l'entraînement des pilotes, notamment de Mohamed Atta, et du fait que ces renseignements n'avaient pas été croisés, ce qui aurait pu donc permettre, comme on l'a vu, effectivement, de confirmer ces alertes. Et notamment le fait que Mohamed Atta était déjà recherché et qu'il avait été enregistré sur la liste des passagers sous son vrai nom. Donc ça faisait partie des accusations des enquêteurs du FBI qui disaient que le gouvernement n'avait pas pris en compte ces alertes. Et ils disaient que Mohamed Atta avait été enregistré sous son vrai nom. Donc au moins, les gens même qui accusaient le gouvernement de n'avoir rien fait, d'être complices, reconnaissaient qu'il y avait des gens qui avaient été enregistrés sur le vol.
ce qui semblerait contredire ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'il n'y avait aucun terroriste enregistré sur les vols. Bon, ça veut dire vous mettez en doute, enfin dans ce sens-là... Je note une contradiction, si vous voulez, entre ce que vous disiez et puis les accusations même de gens qui ne reconnaissent pas la version officielle. Très bien. Je reconnais, c'est une question. Vous relevez ce que vous considérez comme contradiction, ce qui naturellement s'avère être une contradiction du fait comment vous le présentez. La question se pose ici. Alors il faut, je crois que je dise quelques mots sur le fait que je dise qu'il n'y a pas de preuves. Tout d'abord, les preuves qui auraient dû être présentées au public par le gouvernement américain pour étayer ces accusations graves contre 19 personnes, parce que accuser des gens de meurtre, de tuer 3000 personnes, c'est une accusation grave, et celui qui fait une accusation de ce genre-là, il aura bien le devoir d'étayer très bien ces accusations. Alors, le gouvernement américain aurait dû présenter 5 catégories de preuves. La première, c'est la liste des passagers. Deuxième, c'est les coupons des cartes d'embarquement. La troisième preuve, c'est des témoignages de personnel de la compagnie aérienne qui ont vu les passagers et les kamikazes monter dans les avions. La quatrième preuve, ce serait des vidéos qui enregistrent l'embarquement. Et la cinquième preuve sont les restes humains qu'on a trouvés parmi les épaves des avions. Or, le gouvernement américain n'a présenté aucune de ces catégories. La liste des passagers originale n'a jamais été présentée au public, ni à la commission d'enquête. C'est-à-dire, la liste des passagers reste soit secrète, soit inexistante. Il y a différentes listes qui ont été publiées par des journaux, mais ces listes ne sont pas dites des listes authentifiées ou certifiées. Et deuxièmement, ces listes ne comportent pas les noms des kamikazes. Moi-même, j'ai eu une correspondance avec American Airlines. Je demandais la liste des passagers originale. Ils ont refusé de l'envoyer, ou une copie de cette liste. Ils m'ont envoyé simplement une liste dactylographiée sur email des passagers, mais sans les noms des kamikazes. Alors quand j'ai demandé est-ce que c'est le nom de toutes les personnes qui sont montées dans les avions, la réponse était ils ont enlevé les noms des kamikazes. Pourquoi? Aucune réponse. Bon, ça c'est pour vous donner une idée du statut des listes des passagers. La deuxième catégorie, c'est les cartes d'embarquement. Or, aucune carte d'embarquement a été présentée au public ou à la commission d'enquête. Dans le rapport officiel de la commission d'enquête, il n'y a même pas une mention que des cartes d'embarquement ont été utilisées ce jour. La troisième catégorie serait des témoignages de personnel de la compagnie aérienne qui auraient vu les kamikazes et les passagers embarqués dans les avions. Normalement, on pourrait s'attendre que justement ces personnes auraient été invitées à témoigner à la télévision nationale, à avoir vu les passagers pour la dernière fois avant qu'ils meurent. Or, il n'y a aucun de ces témoignages nulle part, ni sur l'Internet, ni dans les médias, et même dans la commission d'enquête, il ne se réfère à aucun de ces témoignages. Moi, j'ai demandé à American Airlines les noms des employés qui ont vu les passagers embarqués, vu que je suis un rechercheur, que je veux interviewer ces personnes. La réponse, c'est un secret. Nous ne fournissons pas le nom de ces personnes. C'est-à-dire que nous ne savons pas qui les personnes ont été, qui ont présumément vu les passagers et kamikazes embarqués, et il n'y a aucun témoignage existant de l'embarquement. La quatrième catégorie, c'est des vidéos. Or, il n'y a aucun vidéo qui n'a été présenté, ni nulle part, de l'embarquement. Il y a un seul vidéo qui présente les soi-disant kamikazes passer la sécurité, mais ce vidéo est considéré par tous ceux qui ont étudié ce vidéo comme une fabrication, c'est-à-dire une falsification.
mais ce n'est pas l'embarquement de toute façon. Et le cinquième est alors les restes humains qui ont été trouvés parmi les épaves. Eh bien, les restes des kamikazes n'ont jamais été identifiés. C'est-à-dire, nous sommes devant la situation dans laquelle il n'y a aucune preuve que les kamikazes sont montés dans les avions, et donc l'histoire de détournement des avions et l'histoire qu'ils se sont suicidés et reste un mythe ou, si vous voulez, un mensonge. Et il est absolument ahurissant que des journalistes qui se respectent et qui veulent suivre la déontologie professionnelle des journalistes osent accuser des gens innocents de meurtre. C'est pas acceptable, c'est une diffamation de musulmans, une diffamation de personnes. Bonjour, juste une petite question un peu naïve. Moi, j'aimerais bien comprendre comment, vu la complexité des pouvoirs aux États-Unis, qu'ils soient militaires, politiques, policiers ou de renseignement, comment un tel mystère ou un tel complot, on peut l'appeler comme ça, peut être aussi facilement orchestré. Je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas des résistances à l'intérieur même des services de renseignement, une forme d'opposition? Vous pouvez répondre à ça. Oui, je vais essayer parce que c'est quand même une question assez difficile à répondre. Tout d'abord, il faut dire que les services secrets américains reçoivent un budget énorme. C'est un budget qui dépasse le produit national brut de beaucoup de pays. Seulement le service secret. Or, ces gens-là, une grande partie de leur travail, c'est un travail de désinformation et d'organisation de différents complots dans le monde entier, pour déstabiliser des gouvernements, pour faire déstabiliser des économies, etc. Il y a des livres entiers qui justement discutent sur ces sujets. Or, pour nous ici, et aussi pour moi, c'est impossible de découvrir toutes les ficelles d'un complot de ce genre. La question a été posée, et est posée assez fréquemment, comment un complot comme ça peut rester secret? Eh bien, il y a différentes explications pourquoi un complot peut rester secret, et il y a d'ailleurs des exemples historiques, aussi bien des États-Unis et d'Europe et Israël, enfin le pays où je suis né, si vous voulez, des exemples historiques qui montrent que des complots extrêmement complexes et des mythes peuvent rester non divulgués pour des décennies, pour 50 ans, 60 ans, etc. Et même si un grand nombre de gens participent au complot. Je ne voudrais pas vous fatiguer avec des exemples, mais ça, il y a des exemples historiques pour ceci. Mais je vais expliquer pourquoi, par exemple, une personne serait extrêmement hésitante d'informer le public. Parce que tout d'abord, la personne devrait connaître les faits très bien. Et deuxièmement, la personne devrait avoir aussi la motivation, la volonté, le courage d'exposer la chose. Et troisième chose qui est très importante, c'est que cette personne doit aussi avoir confiance que les médias vont bel et bien publier cette information. Parce qu'il est bien possible que, supposons que vous avez des informations très graves contre le gouvernement, vous allez au journal du pays, au journal de la ville ou le journal du pays, et vous voulez qu'il publie cette information. Mais vous n'avez aucune garantie qu'il publie, et vous prenez le risque que le journal va téléphoner à vos employeurs, à l'agence, et demander bien qui est-ce que ce gars-là. Et à la fin de compte, vous allez pas seulement perdre votre emploi, mais il est possible qu'on va vous tuer. C'est-à-dire que la personne qui informe des choses de ce genre-là prenne énormément de risques. Et on peut par exemple voir en États-Unis des gens qui n'ont pas été, disons, partis du complot, mais des gens qui ont simplement découvert certaines contradictions. Ils sont allés, ils ont publié ceci, ils ont perdu leur emploi, simplement par des petits détails. C'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup de risques pour des gens pour vraiment ouvrir ce genre de complot. Et je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour différentes sociétés et savent très bien que même la plus petite divulgation requiert un grand courage. D'abord, je voulais vous féliciter d'organiser cette réunion
C'est la première fois, personnellement, que je vois des gens discuter sereinement d'un sujet aussi controversé, et je mesure la difficulté d'en parler, que ce soit en famille ou entre amis. Donc je voulais vous dire un grand bravo, et peut-être motiver un applaudissement. Je ne sais pas s'il y en a qui joignent à moi. Je trouve simplement un peu frustrant de voir qu'il n'y a pas de... Vous parlez beaucoup des politiques et des médias, mais il n'y a pas de représentants connus parmi, je ne sais pas, les sportifs, les gens du spectacle, les gens qui sont admirés, et c'est pas leur rôle, mais ils sont beaucoup écoutés. Et je sais que sur le site de Reopen, il y a Carl Zero qui est mentionné, et c'est peut-être le seul qui soit une figure emblématique qui se soit exprimé. Et personnellement, je trouve que ça serait un incroyable coup de pouce à ce débat et à ce mouvement que d'avoir une personne connue qui remettent un petit peu en cause la version officielle. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, j'admire encore plus votre œuvre et les éditions à 2001. Je voudrais simplement commenter tout courtement à propos des artistes et d'autres personnes. Aux États-Unis, il y a un grand nombre d'artistes très connus qui sont exprimés sur ces choses-là. Et si ceux qui sont intéressés, je vous enjoins de voir le site qui s'appelle Patriots for 9/11 Truth. Vous allez sur le Google, vous mettez Patriots for 9/11 Truth. Patriots questions. Patriots question 9/11. Ok, donc c'est comme ça. Bon, alors dans cette liste, il est en fait sur les papiers qui vont être remis. Ah d'accord, très bien. Et ça c'est très intéressant de voir les noms et les professions de ces gens-là. Je suis un des responsables de l'organisation de cette soirée. Sur cette question, effectivement, moi je me suis interrogé aussi longuement, et effectivement j'en arrive à la conclusion qu'on manque cruellement d'un vrai relais d'opinion, et qu'il faut absolument aller chercher parmi les sportifs, les artistes, mais aussi les hommes politiques, mais aussi les universitaires, les grands scientifiques, les gens en vue. Je pense par exemple à Monseigneur Gaillot, pourquoi pas, ou des gens comme ça, pour qu'on sache un petit peu ce qu'ils pensent, et puis que nous on le fasse savoir, quoi. Qu'on sache quel est le positionnement de ces gens-là par rapport à cette question si cruciale du 11 septembre. Alors, je dois simplement signaler que les choses ne se passent pas comme ça en Italie. Récemment, je suis allé sur le site de Zero Film. Zero Film, c'est le site d'un film qui vient d'être réalisé par deux réalisateurs italiens. Ça, c'est à la suite d'un bouquin du même nom, qui est paru et qui s'appelle Zéro aussi. Et ce film, je crois, commence, enfin, je sais pas, ils ont réussi à le diffuser à une grande envergure sur la RAI en particulier, à une heure tardive, mais ce film est aussi l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle, je trouve, qui est très attachant, qui s'appelle Giulietto Chiesa, et qui lui est député européen, et qui fait un travail énorme en Italie par rapport à la question du 11 septembre. Il est également journaliste à la Stampa. Il y a des figures comme ça manque complètement en France. Et récemment aussi, j'ai vu que, par exemple, Dario Fo venait de prendre fait et cause pour ce film et pour cette thèse. Donc voilà, on peut rêver d'avoir au moins l'équivalent de ces quelques représentants en France. Et ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on aille les voir, qu'on fasse du lobbying, peut-être qu'on crée de grandes manifestations. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Voilà ce que je voulais apporter comme précision par rapport à votre question.